La syndic m'a accusé injustement, et ma vie est devenue un cauchemar. Les caméras ont révélé une vérité choquante que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire de persévérance, de justice et de rédemption qui a transformé toute une résidence. Préparez-vous à une révélation surprenante qui vous fera remettre en question ceux qui méritent vraiment votre confiance. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez depuis quelle ville vous suivez cette incroyable histoire vraie. Avez-vous déjà ressenti cette sensation que le monde entier semble conspirer contre vous? Eh bien, je pensais que ce n'était qu'une phrase dramatique que mes lycéens utilisaient quand ils avaient de mauvaises notes. Mais la vie a une façon hilarante de nous enseigner que parfois, oui, il y a une véritable conspiration qui se trame sous votre nez. Et mon histoire. Mon histoire est du genre de celle que vous racontez au thé entre amis et personne ne vous croit. Après 20 ans à enseigner la littérature à des adolescents qui préfèrent TikTok à Balzac, je m'étais enfin libéré d'un mariage qui était plus mort que les œuvres au programme du bac. Vous savez, quand vous passez tellement de temps à vivre en pilote automatique que vous ne réalisez même plus que vous êtes malheureuse. C'est ça. À 45 ans, professeur respecté, j'ai décidé qu'il était temps de tourner la page. Et croyez-moi, en matière de métaphore littéraire, je m'y connais. J'ai choisi Annecy pour recommencer. Ce climat de montagne, ces maisons à l'architecture alpine, l'air frais qui vous donne envie d'une tasse de chocolat chaud même en été. Un endroit tranquille pour retrouver ma santé mentale, pensais-je, innocente comme un personnage de conte de fées sur le point de rencontrer le grand méchant loup. Sauf que dans mon cas, le loup portait un collier de perles et avait les cheveux châtains impeccablement teints. La résidence Les Mélèzes semblait parfaite. L'accent sur « semblait », car rien n'est ce qu'il paraît, c'est la première leçon que je donne dans mes cours d'analyse littéraire. La copropriété avait cet air de carte postale, vous voyez. Immeuble bien entretenu, jardin fleuri qui semblait un sorti d'un catalogue, et des voisins qui souriaient poliment dans les ascenseurs. Ah, et une syndic, Madame Dubois, 63 ans, 8 ans en poste, du genre à connaître le nom de chaque plante du jardin et, apparemment, chaque secret, de tous les résidents. Au début, elle a été un ange, mais du genre vénéneux comme je l'ai découvert plus tard. Professeur de lettres, quelle merveille d'avoir quelqu'un de si cultivé parmi nous, disait-elle avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Moi, naïve, j'ai cru avoir trouvé une alliée. Erreur monumentale. Sur l'échelle de la naïveté, j'étais tout en haut, avec les héroïnes de romans gothiques qui entrent dans des châteaux hantés en pensant que tout ira bien. C'est au 3e mois après mon déménagement que l'affaire a éclaté. Un matin d'automne, ironiquement la saison des chutes, j'ai été surprise par une convocation à une réunion extraordinaire urgente. J'étais encore en train de m'adapter à la routine de préparer du café pour une seule personne. Alors j'ai pensé, ce doit être quelque chose concernant les charges de copropriété. J'étais loin de me douter que j'étais le sujet principal de cette rencontre. La salle commune de la résidence était bondée. Avez-vous déjà remarqué? Comme les gens adorent les histoires. C'est comme les soldes au supermarché, tout le monde se pointe. Et me voilà assise au dernier rang, corrigeant mentalement des copies, quand j'ai entendu mon nom prononcé par Madame Dubois, avec ce ton que j'utilise quand je surprends un élève en train de tricher. Nous aimerions discuter d'un sujet délicat qui affecte notre copropriété ces derniers mois. La disparition de colis, a-t-elle commencé, ajustant ses lunettes à monture dorée. Après des enquêtes minutieuses et des témoignages, nous avons identifié la responsable. Et puis, devant 50 voisins curieux, cette femme a pointé son doigt vers moi comme si j'étais la méchante d'un feuilleton populaire. Notre nouvelle résidente, l'enseignante du 502, a été vue rôdant à des heures suspectes près des boîtes aux lettres. Imaginez le choc, moi qui rends la monnaie en trop au supermarché, accusé de voler les colis des autres. À ce moment-là, j'ai senti une chaleur montant à la nuque. Et attention, je suis déjà en préménopause. Donc ce n'était pas que de la honte, c'était de la pure indignation. Madame Dubois, avec tout le respect que je vous dois, mais avez-vous perdu la tête? Furent les premiers mots qui sortirent de ma bouche. 20 ans à enseigner à des adolescents m'ont donné une maîtrise de soi impressionnante, mais là c'était trop. Je suis professeur de lettres depuis 2 décennies. J'ai une réputation. Et vous m'accusez d'être quoi? Une voleuse de colis Amazon? Le silence qui a suivi était de ceux qu'on aurait pu couper au couteau. 50 paires d'yeux me fixant comme si j'étais une criminelle, prise en flagrant délit.
Madame Dubois a simplement souri, de cette manière condescendante qui m'a donné envie de lui jeter les œuvres complètes de Shakespeare à la tête. Édition reliée, collector. Nous avons des témoignages, Madame la professeure. Plusieurs résidents vous ont vu rôder près de la loge à des heures inhabituelles. Et curieusement, depuis votre arrivée, les colis ont commencé à disparaître. Simple calcul. Les maths n'ont jamais été mon fort. Je suis littéraire. Pour l'amour du ciel, mais même moi je savais que cette équation était fausse. Et les preuves, les caméras de surveillance, quelque chose de concret au-delà des commérages de paliers, ai-je demandé, sentant mon côté prof qui n'accepte pas un travail sans source, cités émergées. Nous protégeons la vie privée des résidents, a-t-elle répondu, comme si elle était la gardienne suprême de l'éthique. Mais nous avons des témoins fiables. Je suis sorti de cette réunion comme si j'avais reçu une gifle. Non, pire. Comme si j'avais reçu une gifle devant toute la classe le premier jour de cours. Avez-vous déjà vécu ça? Cette sensation d'injustice qui vous colle à l'estomac, comme un vieux chewing-gum sous un pupitre d'écolier. Les jours suivants furent un cauchemar. Soudain, tout le monde m'évitait comme si j'avais la peste. Dans l'ascenseur, les voisins fixaient les numéros des étages comme si le secret de l'immortalité s'y trouvait. Dans les parties communes, les conversations cessaient à mon approche. Même le gardien, M. Martin, qui auparavant tenait à me raconter les aventures de ses petits-enfants, se contentait désormais d'un signe de tête de loin, comme si je pouvais aussi lui voler ses histoires. Mais le pire fut quand les ragots ont atteint le lycée où j'enseignais. Annecy a peut-être des airs de carte postale alpine, mais la vitesse des rumeurs est bien française. Plus rapide que la fibre optique. Soudain, des parents d'élèves demandaient un changement de classe. Des collègues me regardèrent de travers en salle des profs, et même la proviseure, qui était mon amie depuis l'université, m'a convoqué pour une conversation sur les valeurs de l'établissement. Cette nuit-là, seul dans mon appartement encore plein de cartons de déménagement non déballés, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis mon divorce. Non pas à cause de ce qu'on disait de moi. J'ai passé l'âge de me soucier de chaque opinion, mais à cause de l'injustice absurde de toute cette situation. Moi, qui avais toujours vécu selon l'honnêteté, qui enseignait à mes élèves l'intégrité des grands personnages littéraires, j'étais traité comme une méchante de série B. Et c'est là que j'ai décidé. Fini la gentille prof. S'ils voulaient la guerre, ils l'auraient. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise avec la littérature, c'est que les meilleurs rebondissements se produisent lorsque le protagoniste semble acculé. D'abord, j'ai tenté les voies officielles. J'ai demandé l'accès aux enregistrements des caméras de surveillance. Problème technique, fut la réponse de la syndic. J'ai demandé une nouvelle réunion pour me défendre. Agenda complet, a-t-elle dit. J'ai essayé de parler à d'autres, résidents. Des portes claquées au nez, littéralement. C'était comme si j'étais piégé dans un récit de Kafka, luttant contre un système invisible et absurde. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti comme ça, mais c'est comme essayer de nager à contre-courant les mains liées, épuisant et apparemment inutile, jusqu'à ce que le destin ou peut-être la justice poétique décide de me donner un coup de main sous la forme d'un ancien élève. C'était pendant le Festival international du film d'animation d'Annecy. J'étais là, seul, essayant de me distraire avec une projection. Après des semaines à être traité en paria, ce moment d'anonymat dans la foule était un soulagement. C'est alors que j'ai entendu « Madame Hélène, c'est bien vous ?» Je me suis retourné et suis tombé nez à nez avec Mathieu, un ancien élève à qui j'avais enseigné une dizaine d'années auparavant. Du genre de ces élèves brillants dont on sait qu'ils iront loin. Et il était allé loin. Il travaillait maintenant dans la sécurité informatique, un de ces métiers modernes qui n'existaient même pas quand j'ai commencé à enseigner. Mathieu, quelle bonne surprise, ai-je répondu, sincèrement heureuse de voir un visage qui ne me regardait pas, comme si j'allais lui voler son portefeuille. Nous avons discuté pendant l'entracte, de livres, de cinéma, de la vie, et puis peut-être par besoin désespéré de me confier à quelqu'un d'autre que mon reflet dans le miroir, j'ai raconté ma situation, sans drame, sans victimisation, juste les faits. J'étais professeur de lettres, après tout. La clarté et la concision sont mon fort. Mathieu a tout écouté avec cette attention que seuls les bons élèves possèdent. Et puis, quand j'ai terminé, il a prononcé la phrase qui allait tout changer. « Madame, vous m'avez appris que la vérité finit toujours par éclater dans les grands romans. Et si on accélérait un peu les choses ?» Le lendemain, Mathieu m'a expliqué qu'il pourrait accéder à distance aux caméras de surveillance de la copropriété.
Ce n'est pas tout à fait légal, a-t-il admis, mais ce n'est pas légal non plus d'accuser quelqu'un sans preuve. J'avoue que j'ai hésité. 2 décennies à enseigner l'éthique en classe me faisaient remettre en question cette approche. Mais 2 semaines à être traité en criminel m'ont fait penser, parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce. Balzac aurait été fier de mon ambiguïté morale. Le plan était en cours lorsque les choses ont encore empiré. Madame Dubois, non contente de m'accuser de vol, répandait maintenant que je revendais les objets volés sur des sites de seconde main pour compléter ma situation financière précaire post-divorce. Comment savait-elle pour mon récent divorce? Comment savait-elle que je me remettais encore financièrement? Mystère. Ou plutôt les ragots d'immeubles plus efficaces que la DGSI. À ce stade, j'étais suffisamment en colère pour jouer Lady Macbeth sans avoir besoin de cours de théâtre. Mais j'essayais de garder mon sang-froid, car s'il y a une chose que la littérature m'a enseignée, c'est qu'une vengeance hâtive se retourne toujours contre son auteur. C'est lors de la fête des voisins de la résidence, celle où tout le monde va juste pour observer les autres et manger sans culpabilité, que j'ai trouvé ma première alliée. Marine, une jeune mère célibataire du bâtiment B, est venue vers moi alors que j'étais seul, feignant de trouver la pomme d'amour que je mangeais la chose la plus intéressante au monde. J'ai aussi été sa victime, m'a dit Marine, s'asseyant à côté de moi avec un enfant d'environ 5 ans sur les genoux, Dubois, depuis que j'ai refusé de soutenir l'augmentation des charges pour rénover le sauna qu'elle est la seule à utiliser. Je l'ai regardée, surprise. Comment ça? Mon courrier a commencé à disparaître. Puis sont venues des plaintes infondées pour tapage nocturne dans mon appartement. C'est sa méthode, isoler ceux qui ne sont pas d'accord. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Je n'étais ni folle ni paranoïaque. Il y avait un schéma. Et là où il y a un schéma, il y a une possibilité de preuve. Les mots ont commencé à apparaître sous ma porte. Des petits bouts de papier sans signature, indiquant des horaires, observez le local livraison mardi 14h30 ou caméra ascenseur vendredi 22h. J'ai mis du temps à découvrir que c'était le concierge, monsieur Antoine, un homme discret qui voyait tout mais parlait peu. Lui aussi en avait assez de la syndic, mais dépendait trop de son emploi pour se manifester ouvertement. En bonne professeur de lettres, j'ai commencé à rassembler les pièces de ce puzzle, les mots, les conversations avec Marine, les schémas. Je construisais mon propre roman d'investigation, sauf que, malheureusement, j'en étais la protagoniste, pas la lectrice confortablement installée dans un fauteuil. Et puis, 4 mois après la réunion fatidique, Mathieu a réussi. Les images des caméras sont arrivées sur une clé USB, remise discrètement lors d'une autre séance du festival d'animation. « Vous n'allez pas en croire vos yeux, m'a-t-il dit. Regardez ça seul. » Cette nuit-là, assise devant mon ordinateur portable, un verre de vin de table à la main, parce que les profs n'ont pas les moyens de s'offrir du grand cru, vous savez, j'ai regardé les enregistrements. Et ce fut comme l'un de ces rebondissements de la page 300 d'un roman. Madame Dubois elle-même était la coupable. Les images étaient au clair, elle, avec ses ongles parfaitement manucurés et son blazer impeccable, détournant des colis. Pas tous, seulement certains spécifiques. Après avoir observé le schéma pendant des heures, j'ai compris. Elle ne ciblait que les paquets de certains résidents. Et devinez quoi? Tous ceux qui avaient voté contre elle lors de la dernière élection du syndic. Mesquin? Oui, criminel, aussi surprenant? Pas tant que ça quand on y réfléchit. Le pouvoir corrompt, comme dirait Lord Acton, ou n'importe quel personnage de Game of Thrones. Mon premier réflexe a été de courir sur le groupe WhatsApp de la copropriété et de tout déballer. Mais des années à enseigner les stratégies narratives m'ont fait réaliser. Cela exigeait une approche prudente. Madame Dubois avait de l'influence en ville, des amis à des postes stratégiques, et j'étais la nouvelle arrivante avec une réputation de voleuse. Je devais être plus maligne que l'antagoniste de ma propre histoire. J'ai commencé à monter un dossier, méthodique. Comme je suis, demander à mes élèves ce qu'ils pensent de mes calendriers d'examen. J'ai organisé les preuves, croisé les dates, identifié les schémas. Et ce faisant, j'ai découvert d'autres choses, des contrats de maintenance, surfacturés avec des entreprises qui, par coïncidence, appartenaient à son neveu, des assurances inutiles avec la courtière qui était sa sœur, un petit réseau de corruption familiale financé par notre copropriété. Pendant ce temps, je continuais à être évité,
à entendre des chuchotements dans les couloirs, à voir des parents retirer leurs enfants de mes classes. Mais maintenant, je souriais intérieurement. Comme dirait Hamlet, le spectacle est en moi. Bien que dans mon cas, le spectacle fut plutôt un plan de révélation digne d'Agatha Christie. Pendant ce temps, je me suis lié d'amitié avec Marine et d'autres personnes lésées par Dubois. Un petit groupe de résistance s'est formé, se réunissant discrètement dans mon appartement pour prendre le thé et planifier. Nous étions comme un club de lecture, sauf que le livre était « Comment renverser une syndic corrompue » en 10 étapes. Le concierge, monsieur Antoine, a également commencé à contribuer plus activement, bien que toujours avec la peur de perdre l'emploi qui faisait vivre ses petits-enfants. Madame Dubois a déjà fait ça à d'autres avant vous, m'a-t-il confié lors d'une de nos conversations cachées dans la buanderie. Mais personne n'avait jamais rassemblé de preuves comme vous êtes en train de le faire. 6 mois après l'accusation initiale, le moment que j'avais tant planifié est arrivé. L'Assemblée générale pour la réélection du syndic. La salle commune était décorée pour Noël, parce qu'à Annecy, Noël commence en novembre, et ne se termine qu'en mars, et toutes les chaises étaient occupées. Madame Dubois, confiante comme toujours, présidait la réunion dans son tailleur en tweed qui semblait sorti d'un catalogue des années 90. Avant de commencer le vote, annonça-t-elle, j'aimerais souligner quelques réalisations de ma gestion. C'est là que j'ai levé la main. Excusez-moi, Madame Dubois, je crois que tout le monde ici aimerait voir une petite vidéo avant de voter. Le regard qu'elle m'a lancé était digne d'une méchante de série B, mais il était trop tard. Avec l'aide de Mathieu, qui rendait par coïncidence visite à son ancienne professeure, nous avons connecté un ordinateur portable au projecteur de la salle. Et là, sur grand écran, le spectacle a commencé. Dubois volant des colis, Dubois manipulant du courrier, Dubois donnant instruction à des employés d'ignorer les plaintes de certains résidents. Le silence dans la salle était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Et puis, comme dans une classe quand un élève pose une question particulièrement provocante, le brouhaha a commencé. Regard choqué, indigné, et beaucoup, vraiment beaucoup, de honte, de la part de ceux qui m'avaient condamné sans preuve. C'est une violation de la vie privée, a crié Dubois, le visage écarlate comme les boules du sapin de Noël artificiel à côté d'elle. Ces images ont été obtenues illégalement, tout comme les colis de vos voisins ont été obtenus illégalement par vous, ai-je répondu, avec le calme de celle qui vient d'expliquer la fin de Madame Bovary à une classe d'adolescents sceptiques. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Dubois, acculé, a fait ce que beaucoup de méchants font lorsqu'ils sont coincés. Elle a avoué. Mais pas d'une manière repentante. Non, elle a avoué avec fierté. Vous croyez que c'est une copropriété démocratique? A-t-elle ri, d'un rire amer de celle qui n'a plus rien à perdre. Je donnais juste une leçon à ceux qui avaient voté contre moi lors de la dernière élection. Ces gens ne méritent pas le même traitement que mes partisans. La loyauté a un prix. Le choc fut général. Une chose est de soupçonner que votre syndic est corrompu. Une autre, bien différente, est de l'entendre déclarer ouvertement qu'elle punissait des résidents pour leur choix démocratique. Surtout dans une salle pleine de dames âgées qui dépendaient des livraisons de médicaments et des souvenirs de leurs petits-enfants éloignés. Et pourquoi m'avoir choisi comme bouc émissaire? Ai-je demandé, bien que j'imaginasse déjà la réponse. Vous étiez parfaite, répondit-elle avec un petit sourire condescendant. Nouvelle arrivante, sans alliés, divorcée et un peu désespérée. Qui vous aurait cru contre moi, qui suis ici depuis des décennies? Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en bonne professeure de lettres, j'ai toujours soutenu les personnages, sous-estimés. Ce sont eux qui provoquent les meilleurs retournements de situation. La réunion qui devait être celle de la réélection s'est transformée en un vote de destitution immédiate. Pour la première fois en 20 ans, la résidence, les Mélèzes allaient connaître un changement d'administration non programmé. Et les regards n'étaient plus suspicieux lorsqu'ils se tournaient vers moi. Il y avait maintenant quelque chose de différent. Respect, admiration, ou peut-être simplement la reconnaissance qu'ils avaient mal jugé, très mal. Bien sûr, tout ne fut pas rose. Dubois a encore tenté une dernière carte. Une plainte pour violation de la vie privée à cause des caméras piratées. L'affaire a suscité un débat éthique au sein de la copropriété, notamment parmi les résidents plus âgés et pieux qui fréquentaient la même paroisse locale. Qu'est-ce qui pesait le plus? La violation de la vie privée ou les années
de vols et de manipulations. Le rebondissement le plus surprenant cependant est venu d'où je m'y attendais le moins, la propre fille de Dubois, Camille, qui habitait dans la même résidence. « Je suis fatiguée des agissements de ma mère », a-t-elle déclaré lors d'une réunion ultérieure. « Ça a déjà détruit notre famille, nos déjeuners du dimanche, nos relations. Je ne peux plus rester silencieuse. » Camille a révélé que l'obsession de sa mère pour le pouvoir dans la copropriété avait commencé après la mort de son mari, comme une forme de contrôle sur quelque chose, n'importe quoi, dans sa vie qui semblait s'effondrer. Ce qui avait commencé comme un mécanisme de défense s'était transformé en une croisade personnelle contre quiconque menaçait ce contrôle. Cela ne justifiait pas ses actes, bien sûr, mais humanisait l'antagoniste de l'histoire. Et si des années à enseigner la littérature m'ont appris quelque chose, c'est que les meilleurs antagonistes sont ceux que nous pouvons, d'une certaine manière, comprendre. Dans les mois qui ont suivi, une enquête formelle menée par le conseil syndical a tout confirmé. Les détournements de colis, les contrats surfacturés, les persécutions personnelles. Dubois fut officiellement démise de ses fonctions, et à ma grande surprise et réticence initiale, j'ai été invité à reprendre temporairement le poste. Je ne veux pas être syndic, ai-je protesté. Je suis professeur de lettres. J'ai déjà du mal à organiser ma bibliothèque, alors une copropriété. C'est exactement pourquoi vous êtes parfaite, a argumenté Marine. Vous ne voulez pas le pouvoir, vous voulez juste la justice. Ainsi, 9 mois après avoir été publiquement humiliée comme voleuse de colis, je mettais en place un système transparent de suivi des livraisons dans la copropriété. Ironique, peut-être poétique, certainement. Ce ne fut pas facile, je dois l'admettre. Les résidents plus traditionnels, surtout les personnes âgées qui représentaient plus de la moitié des habitants de la résidence, résistaient au changement. Ils voulaient que les choses restent comme avant, même si comme avant signifiait des opportunités d'abus de pouvoir. De mon temps, on se faisait confiance sans avoir besoin de caméras et d'applications, se plaignait Madame Olga, une dame de 80 ans qui habitait là depuis l'inauguration de l'immeuble. De votre temps, Madame Olga, vous ne commandiez pas sur Uber Eats, ai-je répondu avec un sourire. Et petit à petit, même les plus réticents se sont adaptés. Le 10e mois apporta une surprise. Lors de la célébration de l'anniversaire de la résidence, ces fêtes où tout le monde va pour manger du gâteau gratuitement et découvrir les derniers potins amoureux, Dubois est réapparu. Plus mince sans sa posture autoritaire habituelle, elle a demandé à parler. « Je suis une thérapie », a-t-elle annoncé à la salle silencieuse. 2 fois par semaine, j'ai découvert que j'ai un problème de contrôle. Et je veux présenter mes excuses. Surtout à Madame Hélène que j'ai utilisée comme bouc émissaire. Ce fut un moment étrange. En tant que professeur, j'ai toujours enseigné l'importance du pardon et de la rédemption dans la littérature. Combien de fois ai-je analysé avec mes élèves la transformation de personnages comme Ebenezer Scrooge ou Jean Valjean. Mais dans la vie réelle, le pardon est plus compliqué que dans les pages d'un livre. « J'accepte vos excuses », ai-je répondu après un moment de réflexion. Mais je pense que vous devez des excuses plus importantes aux personnes âgées restées sans médicaments, aux enfants qui n'ont pas reçu leur cadeau d'anniversaire, à tous ceux que vous avez directement lésés. Elle acquiesça, les yeux baissés, bien différente de la femme arrogante que j'avais connue au début de cette histoire. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de l'apprécier pour accepter ses excuses. La vie n'est pas un roman où tout le monde finit ami dans le dernier chapitre. À la fin de ma première année à la résidence Les Mélèzes, alors que j'organisais une petite réception dans mon appartement, maintenant enfin décoré et sans carton de déménagement dans les coins, j'ai réalisé à quel point tout avait changé. Les voisins qui m'évitaient autrefois apportaient maintenant des spécialités locales et des histoires à partager. Les élèves qui avaient été transférés de mes classes revenaient un par un après que leurs parents eurent entendu parler de l'affaire de la syndic malhonnête et de la prof injustement accusée, qui, apparemment, était devenue une anecdote locale. Même le lycée, qui auparavant remettait en question mes valeurs, utilisait maintenant mon histoire comme exemple d'intégrité dans les cours d'éducation civique. Ironique? Oui. Satisfaisant? Immensément. Assise sur mon balcon, observant les Mélèzes qui donnent leur nom à la résidence et sentant l'air frais de la montagne, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Le divorce qui m'avait amené ici semblait maintenant un détail lointain,
comme un chapitre initial nécessaire au développement de l'intrigue. Les assemblées générales, autrefois des événements redoutés, s'étaient transformées en réunions communautaires productives. Le système de livraison fonctionnait sans problème, et même Madame Olga, la traditionnaliste, utilisait maintenant l'application de suivi, bien qu'elle jurât que c'était juste pour vérifier si ça fonctionne correctement. Marine est devenue une grande amie, son fils m'appelait Tati Prof, et Monsieur Antoine, le concierge autrefois craintif, racontait maintenant ouvertement ses histoires de 15 ans de copropriété sans crainte de représailles. Mathieu, mon ancien élève sauveur, me rendait visite régulièrement, apportant toujours quelques nouveautés technologiques que, selon lui, vous devez connaître, madame. Vous êtes très en retard. Et quant à Dubois, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau départ. Lors de nos dernières conversations, j'ai réalisé qu'elle n'était pas le monstre unidimensionnel que j'avais imaginé au départ. C'était juste une femme brisée, essayant d'exercer un contrôle là où elle le pouvait, de la mauvaise manière. Comme tant d'antagonistes littéraires, elle était complexe, faillible et au final tragiquement humaine. Occasionnellement, je croise encore Camille, sa fille, qui a choisi de rester dans la résidence. Nous avons reconstruit une relation prudente mais amicale. « Vous êtes la personne que ma mère aurait pu être », m'a-t-elle dit une fois, si elle avait choisi d'utiliser sa force pour le bien. 1 an après cette réunion fatidique où j'avais été publiquement humilié, j'ai donné un cours spécial à mes élèves. Le thème : la vie comme récit, conflit, résolution et transformation. J'ai utilisé ma propre expérience comme exemple, en changeant évidemment les noms et quelques détails pour protéger les personnes impliquées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ai-je demandé à la classe à la fin. Une élève, timide, a levé la main. Que la vérité finit toujours par éclater ? Oui, ai-je acquiescé, mais pas toujours toute seule. Parfois, la vérité a besoin d'un petit coup de pouce. Un autre élève a pris la parole. Qu'il ne faut pas juger. Les gens sans preuve. Excellente observation, ai-je commenté. Et quoi d'autre ? Un silence pensif a envahi la salle, jusqu'à ce qu'un élève au fond, de ceux qui participent rarement, lève la main. Que parfois, il faut traverser un chapitre terrible pour arriver à une fin meilleure. J'ai souri, pensant à mon appartement. Douillet, à mes nouveaux amis, à la communauté qui m'accueillait désormais vraiment. Exactement, ai-je répondu. Dans la littérature, comme dans la vie, ce sont les adversités qui révèlent qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde les caméras de surveillance de la résidence, qui ironiquement sont devenues un symbole de transparence, pas de contrôle. Je me souviens comment un instrument peut servir autant à opprimer qu'à libérer selon les mains qui le contrôlent. Ma bibliothèque a maintenant une nouvelle section, des œuvres sur la justice et la rédemption. Ce n'est pas un hasard. En tant que professeur, j'ai toujours su que la littérature reflète la vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma propre vie se transformerait en une histoire digne d'être racontée. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise dans tout ce parcours, c'est que la vie suit rarement le scénario que nous attendons. Parfois, nous sommes protagonistes, d'autres fois second rôle. Parfois, nous affrontons des méchants extérieurs. À d'autres occasions, nous luttons contre nos propres démons. Mais au final, comme dans les meilleurs romans, ce qui importe n'est pas seulement d'atteindre le dénouement, mais comment nous avons été transformés par le voyage. Et moi, eh bien, je suis passé de victime à héroïne de ma propre histoire. Et si ce n'est pas une fin digne de la littérature, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, et cet appartement à la résidence Les Mélèzes, il continue d'être mon chez-moi. Sauf que maintenant, quand je reçois des colis, je tiens toujours à remercier personnellement le livreur. Après tout, on ne sait jamais quand un simple paquet peut déclencher toute une saga. Et la saga, chers amis, continue, parce que la vie, comme la bonne littérature, ne se termine jamais vraiment. On tourne simplement la page vers un nouveau chapitre.